Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme vous vous dites à chaque fois, ça y est, ça recommence encore une fois. Ils sont de retour, mais oui, tous les jours on est là avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir. Ça va mon Philippe? Ça va très bien ma chère Cécile, oui, forme? Oui, écoutez, je suis contente parce qu'il y a des petits trucs à grignoter là sur la table. Oui. C'est Françoise de Gois qui a été généreuse, c'est tellement rare que ça mérite d'être signalé. Qu'est-ce que t'es vachard, mais c'est pas possible. Je vous apporte des chocolats, c'est sublime, c'est japonais, mais vous n'en mangez pas parce que vous êtes un béotien, franchouillard. Tout ce qui a un goût un peu différent de la grosse entrecôte bien saignante, alors là, ça y est. Oui, c'est ni bon ni mauvais. Là, vous venez de rentrer direct dans les vraies voix sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. C'est ce que je pensais. Tête baissée, c'est les vraies voix en tout cas. Vous pouvez réagir tout au long de cette émission. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur cette mobilisation. Les syndicats ont-ils réussi leur pari? Les syndicats souhaitaient mettre la France à l'arrêt. Aujourd'hui, pour cette nouvelle journée de mobilisation, 80% des trains sont annulés, les routes, les ronds-points et collectes d'ordures sont bloquées partout dans le pays. Les infrastructures industrielles et portuaires sont mises à l'arrêt, Philippe. Oui, Cécile, en marge des blocages et grèves reconductibles, les syndicats attendaient aujourd'hui plus de 2 millions de personnes. On n'y est pas tout à fait a priori. Dans les cortèges, pour eux, c'est, je cite, le début d'une nouvelle phase du mouvement social, une avancée historique pour dire stop au gouvernement et son projet de réforme des retraites. Alors, est-ce que pour vous, les syndicats ont mobilisé à hauteur de leurs espérances? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Est-ce que pour vous, c'est la bonne question, est-ce que ça va durer? On vous attend pour témoigner au 0826 300 300. J'adore, c'est le type il se félicite lui-même avec les questions qu'il pose. C'est la bonne question que je vous ai posée. Mais non, j'ai pas et dit vous ça. avez intérêt d'avoir des bonnes réponses. Parce que sinon, vous savez, Philippe David, c'est le type qui dit aux gens, je vous interdis de m'écouter à la radio. De toute façon, j'ai toujours raison. Enfin bref, les syndicats ont-ils réussi leur pari? Pour l'instant, vous dites oui sur notre compte Twitter à plus de 73%. Et puis à 18h30, le coup de projecteur, seriez-vous prêt à rester bloqué plusieurs jours de suite contre la réforme des retraites avec nous, effectivement. Face au gouvernement qui maintient sa réforme des retraites, les syndicats et la gauche ont décidé donc de durcir le ton, bloquant des secteurs stratégiques avec des grèves reconductibles pour tenter de contraindre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, Philippe. Et oui, c'est un véritable bras de fer. Jusqu'ici, les syndicats n'avaient pas utilisé ce mode d'action, mais depuis le début de la matinée, il n'y a plus de camions de carburant qui sortent des raffineries. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vivre dans un pays en situation de blocage pour 3 jours, 5 jours, 10 jours? Est-ce que pour vous, le droit de grève crée un droit de blocage? Vous êtes pour, vous êtes contre? Un seul numéro. Et la bonne question n'est pas de moi, mais de Cécile de Ménibus. Vous pouvez appeler au 0826 300 300. Parce que la question reste dans est le pourrie. couple, en fait, je veux dire. Oui, c'est ça. Ouais, on se refait pas. Écoutez, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que nos bonnes questions sont bonnes? Il serait bon que vous ayez les bonnes réponses. Est-ce que nos questions sont bonnes? Oui. On me dit que oui. Elles sont excellentes. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix, vous les avez entendues, hein, ça bouffe, ça mâchonne. Oui. Voilà, ça mange. Philippe Bilger découvre le Japon et il adore. C'est le wasabi, tu dis? Oui, wasabi. Non, mais je pense que ce pays est fait pour Philippe Bilger. C'est une honte que vous n'ayez pas encore été au Japon, mon ami. Oui. Ça vous va très bien. Je trouve que ça vous irait comme un gant. On fait l'émission, là. On va expliquer pour des gens, qu'il y a d'autres gens qui parlent. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Ah, mais très bien. En dehors du Japon, on a quelques sujets? Oui, absolument. Ce sera pas gustatif, mais en tout cas, on aura d'autres sujets. Françoise de Gois est avec nous, mais vous l'avez reconnue, Françoise. Hi, hi. De toute façon, je réponds en japonais. Chocobaté de Kubasai. D'accord, ok, très bien. Et François de Rugy est avec nous. Il est sage, hein, il n'a pas dit un mot depuis tout à l'heure. Pauvre. Il attend, il est toujours dans le rang. Trop poli, trop pour poli. cette émission. Et puis, alors, François, surtout les soirs où il y a Françoise de Gois. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Philippe, on a souvent mais en japonais, Françoise, il y aura un malentendu de plus. À la phrase de François de Rugy, je suis trop poli pour faire cette émission, j'ai envie de dire mon Dieu. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je le crois, mais je pense qu'il a raison. Non, mais je pense qu'il a vraiment raison. J'attends sagement mon tour. C'est ça. Et les canards sauvages. Vous avez quelque chose à dire, c'est un jour de grève, mais je n'y suis pour rien. Pour une fois que c'est pas vous, François de Rugy,
C'est vrai que c'est vraiment le bon élève type, François de Rugy, dans ce domaine. Il a envie de dire quelque chose, il sait durer aussi. Oui, enfin, il sait, voilà. Quand j'ai la parole, je la garde. Ouais, J'ai du mal à l'avoir. Il se bat. Mais j'espère que c'est pas une mauvaise chose d'être un bon élève. Rien Il faut quand même dire, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui nous écoutent, donc ils doivent être des bons élèves. Non mais tout va bien, tout va bien. Un petit garnement va. Allez, Laurent est avec nous, 0826 300 300. Il nous appelle de ici les Moulineaux, en Ile-de-France. Bonsoir Laurent. Bonsoir les vrais voix, bonsoir Cécile, bonsoir à l'équipe, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bonsoir Laurent. J'adorerais. Vous voulez pas m'appeler Madame la Ministre, Laurent? Bonsoir. Il faudrait que vous non, vous n'avez pas faut postuler. encore. Non, c'est pas suffisant, Madame la... Votre Altesse, ça irait bien. Madame la Reine. Votre Altesse. Royal Highness. SAS Cécile de Ménibus. Son Altesse. On est un peu dans le sud alors. Ouais. Laurent, vous faites quoi dans la vie? Je suis musicien. Ah, magnifique. dis donc, vous n'êtes pas chanteur, vous êtes musicien? Non, musicien en orchestre. Et vous faites quoi? Du triangle? Oui, c'est ça, oui, du tuba. Du tuba. Du tuba. Ah oui, Voilà. donc c'est orchestre classique alors. Ah, vous faites de la plongée, vous n'êtes pas musicien, vous faites du tuba. Bon, On l'a jamais faite, celle-là. Excusez-moi, avec celle-là, on a vraiment touché le fond. Oui, je sais, elle était facile, Laurent, mais voilà. C'est le rêve de vacances. On a l'impression qui me parle. Je crois que ça s'entend. Laurent, vous restez avec nous tout de suite, c'est la musique du jour puisque vous êtes musicien. Allez, pour vous. We are the children. Vous vous souvenez? Il y a We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Attention, là ça monte un peu. Choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Et vous savez pourquoi cette chanson? Non. Eh bien, elle est sortie le 7 mars 1985 et elle a permis de rapporter plus de 50 millions de dollars pour la lutte contre la famine en Éthiopie. C'est à l'époque. En tout cas, il faut arrêter de chanter, il y a des voisins qui se plaignent là. On sait pourquoi la pluie revient. Absolument. Allez. Vous chantez très bien, pourquoi vous Laurent, dites ça? vous êtes avec nous, vous restez avec nous jusqu'à 19h. Vous intervenez quand vous voulez. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Tu te souviens que c'est à toi et tu te souviens de ton et vous sujet. allez requérir contre vous-même, puisque vous allez requérir contre ceux qui usent de la moquerie et la dérision. Vous qui avez osé critiquer la voix de Cécile et la mienne, qui mettaient Stone et Chardin, qui les faisaient passer pour des ringards. Voilà. Je voulais parler, pour faire plaisir à Françoise, de Jean-Luc Mélenchon, mais je le critique un petit peu, parce que je n'aime pas la dérision. Enfin, qui avait dit la dérision, c'est l'intelligence des imbéciles? Je me demande si c'est pas Monterland qui avait dit ça. Ouais. Mais en effet, je n'ai pas du tout aimé Françoise et François. François. Et mon duo animant, la dérision, la moquerie de Mélenchon à l'égard de Bernard Cazeneuve. Lorsqu'il a laissé entendre qu'il commençait à s'organiser, à se structurer, peut-être pas pour la présidentielle, mais pour sauver ce qui reste de la gauche, eh bien Mélenchon s'est un peu moqué de lui en disant oui, c'est un bureaucrate, c'est un gars qui n'est pas capable de poésie, de lyrisme. Il s'est franchement moqué de lui et je n'aime pas. Et je n'aime pas ces gens qui ne se mettent eux-mêmes jamais en cause. Ils n'admettraient pas qu'on le traitât de la même manière. Non, on le traite pas que ça. Un imparfait du subjonctif. Attendez, ma chère. Il n'a pas fini. Et je regrette, je ne suis pas un fanatique de Cazeneuve, mais je pense qu'il mérite des critiques plus sérieuses. Moi, d'abord, Jean-Luc Mélenchon ramasse comme peu de gens ont ramassé dans leur vie. Mais Philippe, écoutez, il s'en donne peu lui-même. Mais écoutez, c'est pas le sujet. Je veux dire, il se fait très non, mais entre Mélenchon dictateur, il mange les enfants, il est extrême gauchiste. Non, mais on en est là. C'est vrai, On en est là sur Mélenchon depuis des années. Il ramasse, etc. Moi, je pense que, écoutez, c'est le monde politique, il est comme ça. Et par ailleurs, Bernard Cazeneuve coupe les gens. Mais c'est pas que je ne l'aime pas. Je n'ai pas de problème avec Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, il n'existe tout simplement pas dans le paysage. Il a jamais existé. Il a voulu être candidat. Il a été Premier ministre. Il a voulu
voulu non, mais politiquement, après le départ du gouvernement de Hollande, il a voulu être candidat, ça n'a pas marché. Il aurait fait encore moins qu'Anne Hidalgo. Je veux bien que tout le monde veuille sauver la gauche. Mais messieurs, mais bien sûr que si, sinon il se serait. Et un François de Rugy pour sauver le soldat Cazeneuve, peut-être. Oui, lequel Cazeneuve, d'ailleurs, n'a pas été très gentil avec moi dans son livre. Moi, je suis charitable, puisque je le défends bien volontiers. Non, surtout, je pense qu'on peut rebondir sur ce que dit Philippe Bilger, parce que je crois que c'était au-delà de Cazeneuve ou de Mélenchon, peu importe. Ouais. C'est vrai que moi, je pense depuis longtemps qu'il y a un risque à être un peu dans la société de la dérision. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve ça bien, nous-mêmes d'ailleurs dans l'émission, il faut avoir le sens de l'humour, être capable. Alors l'autodérision, c'est plus rare, hein, surtout en politique, hein, bon, malheureusement. Mais ceci étant, il y a quand même, je me souviens qu'Alain Finkielkraut le disait il y a déjà fort longtemps par rapport aux guignols. Moi, j'aimais beaucoup les guignols de l'info, mais il y avait un petit risque, et c'est vrai que je pense qu'ils n'y sont pas pour grand-chose, mais ça a participé du fait de dire on tourne tout en dérision. Il n'y a plus rien de. Dès qu'on dit quelque chose de sérieux, hop, on dit un truc pour ramener à la dérision, ou un peu la culture de la vanne, comme si tout était une histoire de vanne en bas d'immeuble. Bah non, oui, les vannes en bas d'immeuble dans la cour de récréation ou même dans une émission de radio, très bien, mais il y a quand même des choses sérieuses qu'il faut savoir traiter sérieusement. François, moi je suis pas tout à fait d'accord. Les retraites, par exemple. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus, parce que je pense que quand il y a des grands moments de sincérité, la dérision n'a de prise qu'à partir du moment où tu as des choses en face qui sont artificielles. Bernard Cazeneuve, on peut raconter ce qu'on veut. Moi, je connais bien Bernard Cazeneuve, je connais bien son travail. Je pense que moi, c'est une fausse valeur, là, l'idée de dire Cazeneuve, le sauveur. Rien du tout. Il n'a aucun courage, Bernard Cazeneuve. Il a préféré, à un moment donné où le PS avait besoin de lui, continuer mais justement, tu le fais pas en le tournant en dérision. Mais je veux dire que la dérision peut s'accrocher sur l'insincérité ou quelque chose d'assez factice. Il y a des moments où il y a une immense sincérité, où personne ne mettra. Par exemple, je prends cet exemple extraordinaire de l'enterrement, les funérailles d'Agnès Lassalle, avec son compagnon qui se met à danser. Ça m'émeut, mais seul. Encore, il danse tout seul, et ses amis dansent, parce que cette femme, tout simplement, était folle de danse, en fait, et de danse de salon. Il danse sur Nat King Cole. Au début, on regarde cet homme, où est-ce que ça va, et on est submergé par la beauté, et personne, il ne viendrait à l'esprit de personne, même au pire des chansonniers, de tourner ce moment en dérision. Tu comprends? Il y a les moments sincères. Mais vous pourrez l'expliquer pourquoi. Non, mais je peux te prendre 10 moments sincères de moments de politique où on ne tourne pas les personnes en dérision parce que c'est sincère à 100%. La dérision s'accroche toujours sur la superficialité. En fait. Je ne crois pas que c'est à cause. On n'a plus le temps. Aussi, vous avez 50 secondes. Vas-y. Parce que d'abord, il y a une tragédie, une gravité, et qu'ensuite la danse n'est pas du tout de la dérision. Non, mais je parle pas du tout de ça. J'ai pris cet exemple. Si on peut comparer à des moments de force politique ou de déclaration, il y a des moments, par exemple, Emmanuel Macron, c'est la personnalité que tout le monde aime le plus tourner en dérision. La réalité, c'est qu'il y a des moments où il est 100% sincère et on le tourne pas en dérision. Quand il prend la parole pour annoncer, après Édouard Philippe, le confinement, personne, même l'opposition la plus virulente, n'a tourné en dérision le discours de Emmanuel Macron, parce qu'on était dans la sincérité pure et dure. Voilà. Ouais. François de Rugy, vous avez vu que quand vous avez la parole, faut pas la lâcher. Non, faut pas la lâcher, parce que là, ça va être compliqué. Je fais œuvre de sobriété. C'est la sobriété énergétique, alors. Allez, vous restez avec nous. On va revenir dans quelques instants dans le grand débat sur cette mobilisation. Les syndicats ont-ils réussi leur pari? La CGT avait prévu un total de 265 rassemblements. Les renseignements anticipaient entre 1,1 et 1,4 million de participants. On fera un point dans quelques instants. Et Félix sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. C'est une journée particulière aujourd'hui, vous le savez, ce 7 mars. Surtout pour Françoise de Gaulle. Surtout pour Françoise de Gaulle, absolument, parce que c'est compliqué pour elle. Ils sont débiles. C'est sûr que si j'attends autour de cette table des gens qui vont dans les cortèges et qui J'ai croisé Philippe, là, sur le boulevard Saint-Germain. Une fois dans ma vie, avec un autocollant CGT. Quand on est plusieurs, on devient... Attendez. Philippe Bilger, vous avez déjà manifesté? Oui, mais il a fait la descente des Champs-Élysées en 68. Je l'ai beaucoup regretté. À quelle occasion? En 68. Mais en 68, l'école privée. L'école privée. Voilà, l'école privée. On se disait bien. J'étais un peu trop loin dans le temps. Mais pas pour De Gaulle. C'est étonnant, t'as pas C'est le premier Black Bloc, Philippe Bilger. C'est vous donc, le meneur. Mais je me suis senti mal dans le groupe.
Bref, en tout cas, vos témoignages 0800 26 300. Les enfants, 0800. Le peuple, oui. Allô, vous avez demandé la police, ne quittez pas, elle est là. 0826 300 300, tout de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Pardon pour ce brouhaha Félix. Et les 3 mots dans l'actu sont mobilisation, dissolution et répression. La mobilisation historique contre la réforme des retraites selon les syndicats, 700 000 manifestants à Paris selon la CGT. Une dissolution ou un référendum, c'est ce que réclame Jean-Luc Mélenchon dans l'un des cortèges. Et puis le président chinois hausse le ton et parle de répression occidentale à l'égard de son pays, une politique d'endiguement selon Xi Jinping. Les vraies voix Sud Radio. Avant même de commencer à défiler à Paris, les leaders syndicaux parlaient déjà de mobilisation historique. 700 000 manifestants à Paris selon la CGT. Les estimations syndicales n'étaient pas montées au-delà de 500 000 lors des dernières mobilisations contre la réforme des retraites. Pour ce qui est de la capitale, 120 000 personnes à Toulouse selon les syndicats, 245 000 à Marseille. Au total, 245 défilés étaient organisés dans le pays, y compris dans des plus petites villes comme par exemple Muret en Haute-Garonne où se trouvait Christine Bouillot avec son micro Sud Radio. Elle y a rencontré Nadine, 72 ans, qui défilait pour la première fois de sa vie malgré ses difficultés à marcher sous la pluie. En plus, cette institutrice retraitée a profité de la présence d'un point de rassemblement pas loin de chez elle pour entrer dans le mouvement. L'argent, ils peuvent le trouver ailleurs et ne pas rogner sur toujours les mêmes. Les années de vie, ce n'est pas que travailler. Ça fait 9 ans de plus que vont être obligés de travailler les enseignants à l'heure actuelle. Qui se demande, le gouvernement, pourquoi il n'y a plus d'enseignants? Qui veut faire ce métier? C'est un métier exigeant et franchement, si on donnait la retraite avant à 55 ans, c'est qu'il y avait une raison. J'ai fait partie de la dernière promotion qui a eu une petite décote, mais après, ça fait 9 ans de plus que ce que j'ai fait moi. S'ils la mettent à 64 ans, 9 ans. 9 ans de vie. 9 ans où je voyage, où je profite. C'est pour ça que je suis là. Pour que mes enfants puissent vivre un peu après leur travail, leurs années de travail, c'est tout. Nadine, ancienne institutrice de 72 ans au micro Sud Radio de Christine Bouillot. Selon les syndicats, la mobilisation est en hausse de 20% par rapport à la dernière fois, malgré des taux de grévistes plutôt en baisse légèrement, 39% chez les cheminots par exemple, contre 46% le 19 janvier. Dans la fonction publique d'État, près d'un agent sur 4 était en grève aujourd'hui, contre 28% lors de la première journée d'action le 19 janvier. Mobilisation aussi côté politique à gauche où Jean-Luc Mélenchon réclame un référendum ou bien une dissolution. Le président de la République peut-il espérer qu'il lui suffise d'attendre que tout pourrisse pour que les gens se dissuadent de lutter? Ils ne le feront pas. Son devoir dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut. Puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui, de l'autre côté celle du peuple français, à qui doit revenir le dernier mot? Évidemment au peuple. Par conséquent, le moment est venu pour lui de prendre l'initiative, ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré. Jean-Luc Mélenchon au micro de l'agence France Presse. Du côté de Saint-Étienne, un militant CGT qui participait à la marche s'est grièvement blessé à la tête en tombant d'une statue près de l'hôtel de ville. Et on vous fera réagir, à moins que vous... À la fois, c'est un grand succès syndical à l'évidence, mais c'est assez pathétique sur le plan politique, comme si ce succès espérait faire bouger le pouvoir d'Emmanuel Macron. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, c'est réussi. En tout cas, d'un côté, oui. Mais... De toute façon, c'est réussi. Il y a quand même des choses tout à fait nouvelles. Il y a une forme de résilience de la part des syndicats qui sont complètement unis. Il y a la stratégie des sous-préfectures qui marche vraiment, c'est-à-dire on manifeste à côté chez soi. C'est très massif. Après, moi, ce discours de Philippe, je suis pas d'accord avec vous parce que sinon on change jamais rien. On va en parler. On va en parler. Ça n'a aucun sens. Enfin, je comprends ce que vous le disiez, mais je trouve ça pathétique, moi, d'entendre ce genre de discours. Et Christine Bouillot, c'est l'espérance. Les amis. Christine Bouillot sera avec nous, Antoine Mazer sera avec nous et on continue. Ils étaient à Muret et à Paris. On termine par ce discours du président chinois. Le ton monte contre l'Occident. Xi Jinping
dénonce, je cite, la répression et la politique d'endiguement des Occidentaux à l'égard de la Chine. Il accuse les États-Unis d'attiser les tensions. Il met en garde contre le risque de conflits et de confrontations. Les contentieux se sont multipliés ces dernières années, ces derniers mois, sur le déséquilibre de la balance commerciale avec les politiques protectionnistes mises en place aux États-Unis, sur les droits de l'homme avec la question du traitement des musulmans ouïghours, sur le statut de Taïwan, les tensions en mer de Chine méridionale. En marge de cette session parlementaire au cours de laquelle il s'exprimait, le président chinois a appelé aussi le secteur privé de son pays à davantage innover pour rendre la Chine moins dépendante de l'étranger. Un mot rapidement, il nous reste 45 secondes. La Chine qui hausse le ton, Philippe Bilger. C'est drôle, le refus de l'endiguement, ça me rappelle un président américain qui avait mis ça comme finalité de sa politique étrangère. C'est une théorie de Zbigniew Brzezinski en 72, sous Richard Nixon. Mais je dois dire qu'on assiste véritablement à une forme, en tout cas une volonté de renversement de l'ordre du monde. On sent bien que l'Occident, désormais, est contesté dans tous ses choix, et on voit, y compris sur la guerre en Ukraine, par les grands émergents. Le Brésil, Chine, contesté. C'est un peu gros de la part de Xi Jinping de parler d'endiguement, alors que la réalité c'est l'inverse, c'est qu'il y a une stratégie de puissance de la Chine, ce qui est respectable, mais sauf que c'est au service d'un projet politique qui, lui, est quand même heurte frontalement les valeurs et l'idée de droit universel. Universel, hein, moi je le dis, c'est pas occidental, c'est universel, les droits de la personne humaine. Bien sûr, bien sûr. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette mobilisation. Les syndicats ont-ils réussi leur pari? Pour l'instant, vous dites oui à 73% sur notre compte Twitter. On va en parler avec nos envoyés spéciaux sur place. Christine Bouillot sera directement à Muret, à côté de Toulouse, et Antoine Mazer en direct de la manifestation de Paris. On fait un point avec eux dans quelques instants. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver, c'est les vraies voix dans cette journée particulière du 7 mars de mobilisation assez large, bien sûr, Philippe, David. Et on va en parler avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois qui est avec nous, François de Rugy qui est avec nous. Et vos appels 0826 300 300, si vous voulez commenter, bien entendu, vous êtes les bienvenus, c'est ici chez vous, parlons vrai. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le retour en force des syndicats. Les syndicats qui sont en train de redevenir incontournables après des années de déclin. Au siège de la CGT, on n'a jamais produit autant d'affiches et de banderoles contre un projet de réforme. On a de plus en plus d'appels pour demander comment on fait grève. On a de plus en plus d'appels pour savoir quelles sont les modalités. C'est indéniable, les syndicats ils ont réussi un tour de force, récupérer une adhésion populaire. Dans la conduite de ce mouvement, on voit que ce mouvement se fait sans violence, sans blocage, sans perturbation. Donc aujourd'hui, elles apparaissent, ces organisations syndicales, comme un rempart, comme une alerte, et les salariés s'y retrouvent. Ici, tout le monde veut une manifestation historique. Les organisations intersyndicales appellent maintenant à durcir le mouvement et prévoient une nouvelle journée d'action le 16 février. Les syndicats ont-ils réussi leur pari? C'est un grand oui à 72% sur notre compte Twitter, en tout cas pour ceux qui votent. Les syndicats souhaitaient mettre la France à l'arrêt aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisation. 80% des trains sont annulés, les routes, les ronds-points, les collectes d'ordures sont bloquées partout dans le pays et des infrastructures industrielles et portuaires sont mises à l'arrêt, Philippe. Oui, en marge des blocages et grèves reconductibles, Cécile, les syndicats attendaient aujourd'hui plus de 2 millions de personnes. On n'est pas à 2 millions, mais il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues et dans des villes aussi diverses que, Muret, 25 000 habitants, au sud de Toulouse, très jolie petite bourgade, et Paris, la plus grande ville de France, un peu plus de 2 millions d'habitants. Alors est-ce que vous pensez que les syndicats ont réussi cette mobilisation? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et avant de faire un petit tour de table, on va faire un petit tour sur place pour voir comment ça se passe. Christine Bouillot est avec nous. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir les vraies voix. Bienvenue. Vous avez ouvert la manif de Muret aujourd'hui, enfin ce matin, où on cet après-midi. Cet après-midi, pardon. Ouais. Alors si je suis allée à Muret, c'est parce que je voulais voir un tout petit peu si la tactique de l'intersyndicale avait fonctionné, à savoir ici, il y a la grande manif toulousaine qui a réuni, selon les syndicats, quelques 120 000 personnes, donc on est sur une jauge encore très importante. Mais ils avaient décidé d'externaliser un peu, de délocaliser aussi
et avec des points de rendez-vous sur des villes dites moyennes de la grande agglomération, parce qu'il est parfois difficile pour des personnes de venir, ne serait-ce que sur une grosse métropole pour manifester. Et ben c'est plutôt réussi ce qu'ils ont fait, puisque Muret, 25 000 habitants, vous l'avez dit Philippe, où il n'y a jamais eu de manifestation de mémoire d'habitants, près de 2000 personnes sous un déluge. Ce sont des personnes qui se sont, m'a-t-on dit, mouillées au sens propre comme au sens figuré, pour dire non à leur opposition à la réforme des retraites. Alors, en discutant avec les uns et les autres, ce que je peux vous dire, c'est que la motivation première, c'est bien évidemment le refus absolu de cette réforme, ce décalage à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Mais je dirais que d'une manière plus large, beaucoup de premiers manifestants, beaucoup de gens m'ont dit c'est la première fois que je vais manifester. Ça, c'est assez stupéfiant. Et des personnes qui sont là parce que c'est un ras-le-bol plutôt général. Le pouvoir d'achat, la question de l'emploi des seniors, le flou aussi. On a beaucoup parlé du flou du débat autour de la réforme. Bref, des élus également de petites communes rurales qui étaient là et qui disaient que ils étaient inquiets de la tension et du désarroi de la population actuellement, et ils se demandaient bien comment on allait pouvoir sortir d'une manière ou d'une autre, réforme adoptée ou pas, de cette séquence politique. Donc voilà, à Muret, ça a plutôt fonctionné. Restez avec nous, Christine. Restez avec nous, un tour de table des vraies voix. 2000 manifestants à Muret, 25 000 habitants, c'est quand même une grosse mobilisation, non ? Il est indéniable que c'est un très gros succès, et on l'avait déjà remarqué avant. Les territoires, comme on dit aujourd'hui, sont atteints, enrichis ou gangrenés selon le point de vue qu'on a. Simplement, une fois qu'on a dit ça et qu'on connaît tous parfaitement les causes de ce succès syndical, après, ça donne quoi ? Oui, c'est ça. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça peut faire plier le gouvernement, Françoise Grégoire ? Écoutez, Emmanuel Macron, il n'a pas du tout l'intention de plier, pas plus qu'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron, c'est le grand absent, et Elisabeth Borne, on sent bien qu'elle n'est pas à son aise sur ce dossier, elle est assez inoubliable. Le seul, à peu près, qui s'en sort encore à coup de formule, c'est Gabriel Attal, mais pour le reste, la séquence est assez piteuse quand même pour le gouvernement. Piteuse, tout à fait médiocre en tout cas. On voit pas vraiment, on a bien compris qu'il faut que ça passe, parce que sinon le quinquennat d'Emmanuel Macron est fini. Voilà, c'est ça. En gros, la seule vocation et la seule fonction politique de cette réforme. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que moi j'ai beaucoup de mal avec ce discours que j'entends d'ailleurs sur un certain nombre de chaînes d'information. Oui, mais de toute façon, même si c'est réussi, de toute façon, non, même si c'est réussi, non, pas de toute façon. Bien sûr qu'il y a un processus législatif qui est en cours. Bien sûr qu'il y a une validation législative qui est en cours. Ils vont attaquer aujourd'hui l'article 7. En ce moment, justement, le sujet n'est pas là. Le sujet est que jamais, et je suis pas d'accord avec François de Rugy quand il dit que c'était autant en 2010. On en parlait tout à l'heure. J'ai vérifié les chiffres. Bien sûr que la mobilisation de 2023 est bien plus importante que 2010. Imposez-vous, François. Et donc, je pense que moi, ça n'est pas pour rien. On verra si ça se durcit. Je ne fais pas partie de ces esprits funestes qui pensent qu'il faut casser pour que ça marche. On fait passer François. Non, d'abord que ce soit une grosse mobilisation. Oui, d'ailleurs les chiffres, en effet, si on les regarde par rapport, là je voyais, c'est les chiffres du journal Le Monde qui a comparé depuis 1995 plusieurs réformes des retraites. Donc c'est une de celles où c'est le plus élevé, mais c'est un peu moins élevé selon les organisateurs, selon la préfecture, c'est la même chose qu'en 2010. C'est la dernière grande réforme où on est passé de 60 à 62 ans. Là, on passe de 62 à 64. Je ne sais pas qui aurait pu imaginer. Je crois que personne n'avait imaginé qu'une telle réforme pourrait être débattue, puis ensuite éventuellement adoptée, ce qui n'est pas encore le cas, sans qu'il y ait de manifestations ou avec des petites manifestations pour la forme. Je veux dire, tout le monde sait que c'est un sujet hyper sensible, pas simplement pour les syndicats, pour les gens. Et ça, c'est normal. C'est un effort qui est demandé à tous les actifs futurs retraités. On est tous concernés pour le coup. Quand même, quand j'entends l'institutrice à la retraite de 72 ans qui a bénéficié, si j'ai bien calculé, d'une retraite à 55 ans, parce qu'à l'époque, ça devait être 37 ans de cotisation, et elle avait commencé à 18 ans parce que les instituteurs bénéficiaient de cela, des années d'école normale qui comptaient pour la retraite, je veux dire, elle pourrait aussi se dire, j'ai eu de la chance.
Parce que objectivement, il a fallu que d'autres actifs à ce moment-là travaillent plus longtemps que cela pour payer ça. Mais bon, passons. C'est ce qu'elle a dit. Christine, attendez. Je voudrais juste rectifier. Christine, attendez 2 Non, secondes. je voudrais juste rectifier parce que c'est... Christine veut rectifier. Écoutez, Christine, allez-y. C'est Christine qui l'a eu. François Drugy, je vais répondre à ce que... Je ne vais pas me faire le porte-parole de cette enseignante, qui était d'ailleurs handicapée, donc elle marchait que assez difficilement, donc voilà, avec son parapluie, elle descend dans la rue. Simplement, en l'écoutant, elle dit pas que c'est parce que j'ai eu de la chance que je reste chez moi. Elle dit, moi, j'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants et au moins cette chance, parce qu'elle dit aussi une chose, et ça s'entend, et j'ai rencontré des enseignants qui étaient dans la rue, je ne me vois pas, j'ai fait mes calculs, à 66 ans et demi, devant une classe de CP. Voilà. Il faut être sérieux aussi, parce que c'est quelque chose qu'on entend sur beaucoup de médias, de dire, moi j'ai fait le calcul, je devrais aller à 67 ans ou 66 ans. Mais ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Rien à voir, puisque le passage de la réforme des retraites, c'est 62-64. La durée de cotisation, elle glisse que d'un an, voilà, de 43 à 44. Mais simplement donc, pour avoir ce que vous dites pas, François Drugy, ce que vous dites pas, c'est qu'il y a les 43 ans de cotisation. 67 ans, mais sinon vous avez une décote. On vous entend plus, arrêtez. C'est moi qui avais la parole, je suis désolé. Mais non, mais elle vous parle. Excusez-moi, je suis à distance, François Drugy. Donc j'étais sur le terrain et sous la pluie toute la journée. Donc je raconte ce que j'ai vu et ce que les gens vous disent. Quand ils font leurs calculs, ils le font aussi avec les 43 ans. Bon, ok, je vous laisse parler. Mais non, mais on a le droit parce que on peut pas laisser dire. On entend depuis des semaines sur tous les médias des gens qui disent à partir de leur cas personnel, je suis contre cette réforme, alors que ce dont ils parlent n'a rien à voir avec la réforme. D'abord, les retraités ne sont pas concernés. Premier sujet. Deuxième sujet, il n'y a pas que toi, Françoise, qui peut être un peu passionné aussi sur ce sujet. Moi, je considère que c'est normal qu'il y ait des manifestations. C'est normal qu'elles soient nombreuses. 2. 3, c'est normal aussi qu'un gouvernement tienne, que des parlementaires qui veulent, et il y en a au Sénat, il y en a à l'Assemblée, voter cette réforme tiennent, sans quoi, si on cède et qu'on arrête dès qu'il y a une manifestation, on sait très bien qu'on ne fera plus aucune réforme difficile dans ce pays. Allez, Christine, vous intervenez quand vous voulez. On part à Paris avec Antoine Mazère. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Alors lui, il est Antoine, il est musicien aussi, Antoine. C'est l'intermittent. Antoine. Il est en intermittence. Sur le camion plateau de la CGT. Antoine. On a perdu Antoine. On a perdu Antoine. Christine. Juste Christine, vous êtes avec nous, vous nous entendez Christine? Oui, je vous entends. Je vous entends. Christine... attendez, excusez-moi, je voudrais juste rectifier parce que je trouve ça très méprisant de la part d'un débatteur qui est au show au studio de dire que les gens. Mais si, c'est méprisant. Je peux parler. Allez-y, je suis à distance et j'ai passé 4 heures sous la pluie avec des manifestants qui ont le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Et quand on parle que les gens se disent c'est pas vrai les 43 ans, c'est pas vrai mon cas particulier, il y a les gens, ils calculent, ils vous disent ce qu'ils ressentent. Et quand je vous dis qu'ils ne parlent que de la retraite, ils ne parlent pas que de ça. Ils parlent d'un tout aussi, d'une façon, cette réforme, comment elle est présentée. Je vous dis juste ce que les gens vous disent. Et ça me fait marrer parce que quand il y a eu les Gilets jaunes, dans cette majorité, on les a oubliés, tous ces gens. Non, on les a moi pas je les ai écoutés. rencontrés. Je suis le seul ministre qui les a rencontrés sur un rond-point. Et dès le mois de novembre, vous avez mis du temps à l'époque. 2018. Alors ça, vous avez mis du temps à comprendre. Vous avez mis du temps à comprendre. Non, je ne peux pas parler. Et vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. Il y a eu des articles de presse, il y a eu des interviews radio de Gilets jaunes avec moi sur le terrain. On part à Paris, on a retrouvé Antoine Mazère. Très bien. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir les vraies voix, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien ce coup-là. Alors, la manifestation à Paris, beaucoup de monde a priori et quelques violences sur la fin. Oui, là on est encore bloqué avenue des Gobelins, on est à peu près à 10 minutes de la place de l'Italie d'où devait arriver cette manifestation. On est parti... C'est un problème de... Oui, un problème de son. Je crois qu'il y a un problème de réportite dans ces cas-là. On va passer en insert téléphonique. Je vous appelle en insert. Je voudrais dire que je vais dans le sens de ce que dit Christine sur le ressenti des gens. Ça n'est pas que des ressentis sur la question des retraites. François, je suis désolé. D'abord, sur 2010, je rectifie. La première journée du 19 janvier, 1 million de manifestants. 2010, la première journée, 600 000 manifestants. Donc on est très au-dessus en termes de mobilisation. Après, tu peux faire une moyenne glissée. Mais non, mais moi, je te dis,
ce que j'ai, ça c'est ton graphique, c'est une moyenne glissée. Je te dis que sur le mouvement et sur les 6 manifestations, on est au-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les gens racontent pas n'importe quoi sur la question des retraites, justement parce qu'ils calculent. Et le problème de ce gouvernement, et tu le sais bien si tu es de bonne foi, c'est que ce gouvernement s'est enferré, si ce n'est dans des mensonges, en tout cas des contre-vérités ou des demi-vérités. Ce sont les gens qui ont levé la question des 1200 €. Il a fallu que ce soit Michael Zemmour, un économiste, qui lève cette question. Et Olivier Dussopt a été incapable de répondre. Sur les 43-44 ans, bien sûr que les gens font pas ça au doigt mouillé. Ils calculent, bien sûr que c'est la double peine, cette réforme. Tu as la double peine avec le recul de l'âge, plus les annuités de la réforme Touraine, je te l'accorde. Donc, la réalité, c'est que tu peux pas balayer en essayant d'euphémiser tout ce qui se passe en disant oui, c'est normal que des... En gros, mais c'est incroyable ce qui se dégage de cette majorité. On dit, tu pensais à Gabriel Attal, à Macron, oui, c'est normal, allez, manifester, c'est pas grave, ça passera, parce qu'il faut bien faire des réformes. Moi, je dis que c'est un bras de fer qui est engagé et qui va peut-être être gagné par les syndicats. C'est pas vrai, c'est pas ce que tu dis. C'est absolument pas ce que tu dis. Tu dis c'est normal. Je le dis depuis plusieurs émissions. Mais non, tu dis c'est normal. Moi, je ne sais pas aujourd'hui si cette réforme sera adoptée. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas sûr qu'il y ait une majorité sur cette réforme. Oui. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à 2010. En 2010, il y avait une majorité absolue à tous les coups. En 95 aussi. Alors que cette fois-ci, ça n'est pas sûr. Et donc, le bras de fer syndical. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui se mobilisent dans la rue parce qu'ils savent ça d'ailleurs. Bien sûr. Et qui pensent que ce sera peut-être plus difficile à faire adopter que par le passé. En revanche, je redis, et je ne veux pas laisser dire que ce serait du mépris, c'est trop facile. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de remettre des chiffres et de la réalité économique, c'est du mépris. Moi, j'en ai assez. Je suis un fils d'enseignant. Mes parents, ma mère est décédée, mais mon père est encore vivant, il vit de sa pension de retraite d'enseignant. Et il n'a pas une retraite à taux plein. Donc je sais ce que c'est que la vie de retraité. Donc je ne me laisserai pas impressionner par le fait que des gens disent à tout un tas de micros, sur tout un tas de radios, de télé, des choses qui n'ont rien à voir avec la rhétorique. Ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le dire, mais on a le droit de dire que ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, on a retrouvé Antoine Mazère à la manifestation. On a retrouvé Antoine Mazère par téléphone. Antoine Mazère, bonsoir. Antoine, vous nous entendez? Oui, vu le monde qu'il y a, c'est vrai que voilà, le réseau est très restreint ici à Paris. On est avenue des Gobelins, on est bloqué parce que voilà, il y a un certain groupe de Black Bloc, on peut les appeler comme ça, qui ont perturbé la manifestation, qui ont bloqué surtout les syndicats qui étaient venus manifester. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup plus de monde ici à Paris. 700 000, c'est le chiffre annoncé par les syndicats tout à l'heure, contre 500 000. On prendra la manifestation de référence du 31 janvier que les syndicats avaient mentionné tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a senti beaucoup plus de monde et surtout beaucoup plus de gens déterminés, énervés, parce que voilà, ils nous disaient que chaque semaine ils venaient manifester, mais chaque semaine ils faisaient quelques kilomètres à pied pour manifester leur mécontentement, mais que ça ne suffisait plus, que ça y est, on était arrivé le 7 mars, il ne se passait rien à l'Assemblée, rien au Sénat, et que c'était que par la rue qu'ils pouvaient montrer leur mécontentement au président de la République et surtout au gouvernement. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Christine Bouillot. Vous restez avec nous. On continue. 0826 300 300. Vous voulez bien entendu commenter cette actualité. Vous êtes les bienvenus. On est ravis de vous retrouver. C'est ça qui est. Et puis là, il va y avoir le quiz. Et là, c'est pire parce que là, pour le quiz, ils sont prêts à toutes les tricheries, toutes les fourberies. Ils sont chauds. Allez, à tout de suite. Restez avec nous. Retour des vraies voix. Retour des vraies voix. Philippe Bilger, on est de retour. On est en train de faire une émission de radio, ça s'appelle Les Vraies Voix, tous les jours, de 17h à 19h pour les chroniqueurs, et ensuite 19h-20h. Vous avez vu que le proc est indiscipliné. Oui, alors là, je n'aime pas du tout, il a sorti ses anti-sèches pour avoir les réponses, il a dû soudoyer quelqu'un. Non, mais c'est Cécile, c'est la connexion avec Cécile de Mélibus, elle t'a filé les réponses, je le sais. Parce que c'est l'heure du quiz. Mais je me suis émancipée de tous. Ça y est, il y a je suis en autarcie, je suis sur une île, et si vous voulez venir vers moi, d'abord vous demandez un pass, d'accord, et vous demandez à mon collègue, j'adore mon collègue. Excusez-moi, sur une île en général, on est en maillot de bain. J'allais que tu dis mon garde du corps. Vous demandez à mon secrétaire particulier. À mon père, vous demandez à mon père. C'est le quiz de l'actu, on y va? Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et avec nous Laurent, comment ça va Laurent? Très bien, merci. Voilà, Laurent, bon, ça a gueulé un peu, mais c'est bien, c'est ça les vraies voix. C'est bien aussi. Alors vous jouez contre les gens qui râlent. Alors qui râlent, il y a François de Rugy, il y a Françoise de Gois. Alors le plus sage aujourd'hui, c'est Philippe Bilger. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il est comme je fais retraite. Pas mal. Allez, bien. Alors vous jouez contre qui, Laurent?
Monsieur le ministre, tant qu'à faire. Donc on est tous contre François de Rugy, mon pauvre vieux. Absolument, absolument. Moi qui n'ai jamais eu de talent de musicien. Voilà. Si, t'as souvent joué du pipeau quand même, exagère. Jamais. Elle est facile celle-là, elle est facile. Nul en flûte à bec. Excuse-moi, elle est facile. Si tu crois que le niveau que vous avez depuis 17 heures en blague, pardon. Allez, laissons la parole à Laurent. Excusez-moi, se faire attaquer sur son niveau par Françoise de Gois, c'est se faire traiter de trafiquant de drogue par Pablo Escobar. C'est quelque chose. Tu l'as déjà dit la semaine dernière. Mais là, ça dépasse. C'est parti. Allez, c'est un spécial syndicaliste, je vous le dis. Attention. C'est une question Kikadi. Kikadi en 2016, nous ne pouvons plus accepter des syndicats qui se comportent comme des partis politiques. Non, Berger, Laurent Berger. Emmanuel Macron. Martinez. Non. En 2016. François Nicolas Sarkozy, non. Bonne réponse, Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Bravo, Françoise de Gois. 2 points pour Françoise de Gois. Pour une fois que vous dites un truc intelligent, Qui qu'a dit en 1979 le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le syndicalisme, c'est le contraire. C'est Krasuki, marché. Non. Le syndicalisme, c'est le contraire. C'est Coluche. C'est pas Coluche. Bonne réponse de François de Rugy. Ah, c'est bien. Laurent, c'était l'âge où je commençais à écouter la radio. est-ce que vous aviez la réponse? Non, j'étais pas né presque. J'aurais bien dit un truc, mais je vais m'abstenir. Voilà. Écoutez bien, Laurent. Qui qu'a dit la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Krasuki. Bonne réponse de Françoise de Gois. C'est clair, c'est limpide, c'est malin. La cracra. Cracra, Alors vous avez vu, il extraordinaire. n'y a que des Kikadi ce soir. Mais brillantissime, Krasuki. On a toujours pensé, mais un mec extraordinaire. 580 millions de... Non, tourné en dérision. Oui, absolument. Et peut-être à tort. Oui, mais pas que. Alors, autre Kikadi, les vrais voix. Kikadi, c'est un moment d'histoire avec une mobilisation sociale comme on n'en a pas vu depuis 30 ou 40 ans. Philippe Martinez. Non. Alors oui, mais pas que. Mais pas que. Ils sont deux. Martinez et Berger. Non. Martinez et Berger. Le gars de la FO. Non. Le facteur. Non. C'est pas un syndicat. Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse. Alors, c'est qui avait dit Philippe Martinez? C'était Laurent? Oui. Alors ça fait un point partout. Un point partout. Non, mais pourquoi je joue avec Laurent? Vous jouez avec Laurent, c'est vrai. Ça fait 2 points. Oui, donc ça fait 2 points. On a des nouvelles de François de Rugy ou Je pas? suis pas assez expert en Martinez. 6-2, il a pas perdu. On ne vous entend pas, tout le monde parle en même temps. Attention les amis, question Kikadi. Kikadi en 1997, la paix sociale, ça n'existe pas. Donc c'est pas Villepin, c'est pas Lionel Jospin, c'est pas André Bergeron, c'est pas Marc Blondel. Blondel, bonne réponse. Vous allez dire en même temps. Ça fait 1 partout. 6-2, donc ça fait 7-3. 7-3. Mais ils sont bons. Et vous êtes bons. Mais parce qu'on est bon en politique. Qui a dit à la CGT, il y a un secrétaire général, c'est au MEDEF qu'il y a des patrons. Martinez. Bonne réponse de Françoise de Gois. J'avais dit que sur les syndicalistes. Là, elle a copié ou pas, Françoise? On est à 9 à 3. On est à 9 à 3. Une petite dernière pour la route, Cécile. C'est fini. De Rugy peut pas remonter. Qui a dit en 2004 ce pays n'est plus maître de son destin? Quand j'ai rencontré le Premier ministre au sujet des retraites, il ne défendait pas tant son opinion que les thèses imposées par Bruxelles. François Hollande. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non. Laurent Fabius. Non. Marine Le Pen. Non. Alors c'est la Suisse. Syndicaliste. Oui, bonne réponse. Il était anti-européen, Marc Blondel. Bien sûr. Marc Blondel, oui. C'est bien, tu t'en sors bien quand même. André de Blondel. 9 à 5, on a gagné, Laurent. Laurent, vous avez Laurent, vous avez gagné le droit de faire un concert de tuba pour les vraies voix. Oui, avec plaisir. All the champions, my friend. Mais est-ce qu'on peut savoir, Laurent, ce que vous pensez, vous, de la réforme des retraites? Allez, vous avez 30 secondes. Laurent. La réforme des retraites, écoutez, personnellement, je ne me sens pas trop concerné, vu qu'en tant que musicien, je vais travailler jusqu'au moment où je pourrai. Oui, et vous êtes indépendant en tant que musicien ou vous êtes salarié? Non, je suis salarié, je suis indépendant, je travaille en freelance également, donc la retraite, je la prendrai, mais je continuerai à bosser pour moi. Et vous êtes pour ou contre les blocages? Alors, personnellement, je suis pour la liberté de travailler. La liberté de travailler, parce qu'aujourd'hui, les personnes
qui rament le plus, ce sont les petits salaires qui ont des problèmes pour se rendre sur leur lieu de travail, des gens qui cumulent plusieurs emplois. Donc, le blocage aujourd'hui, qu'est-ce que les syndicats ont bloqué? Ils ont bloqué les parcours sur les manifs, donc empêcher tous les commerces de proximité de travailler, essentiellement. Moi, je propose que Laurent soit invité permanent des Vraies Voix. Allez Laurent, vous restez avec nous en tout cas, merci de votre témoignage. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix prioritaire jusqu'à 19h. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, ça fait du clic sur les réseaux sociaux et on fera le tour de table de l'actu des Vraies Voix. A tout de suite et bienvenue et merci de votre fidélité. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des Vraies Voix, les débats continuent en permanence. Cécile de Ménibus, fraîche et dispo comme toujours. Ça va Cécile? C'est une AG de fac. Oui. En 68, oui. On se croirait les zadistes. Ah oui. Les ZAD, notre ami François les connaît bien puisqu'il est nantais et qu'il y a eu l'aéroport Notre-Dame-des-Landes pendant quelques années. En pleine forme. En pleine forme. Allez, on y va. La perspective de la retraite nous met en forme. En tout cas, ça n'est pas une émission ennuyeuse. L'est-elle jamais? C'est discutable. Vous restez avec nous, en tout cas on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, tout de suite le top clic avec Félix Mathieu. Toujours c'est mon c'est son coup de gueule normalement. Mais si j'ai pas envie. Le coup de gueule, c'est que là, je ne fais pas. Mais je me mets en grève par solidarité avec celles et ceux qui manifestent. Vous faites une grève ou un blocage? Non, je plaisante. Non, je ferai jamais de blocage. Allez, tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Alors c'est à cheval entre un coup de cœur et un coup de gueule. Allez. Vous permettez, c'est un peu mi-chèvre, mi-chou, mi-croûte, mi-figue, mi-raisin. Oui, on est dans le concours Lépine de l'appel le plus loufoque avec Louis Boyard qui a lancé le Blocus Challenge pour bloquer les établissements scolaires. Un appel qui a fait scandale puisque le député LFI a promis une visite de l'Assemblée nationale au meilleur bloqueur. Pas franchement le rôle d'un député d'inciter les élèves à faire l'école buissonnière. En réaction, ça devient intéressant, Valérie Pécresse a décidé de porter plainte contre Louis Boyard comme présidente de la région Île-de-France, les régions gérant, faut-il le rappeler, les lycées. La réponse ne s'est pas fait attendre puisque la France Insoumise a diffusé sur les réseaux sociaux une archive datant de 1991 montrant une élève de l'ENA dormant à même le sol pour s'opposer au transfert de l'école à Strasbourg. Son nom, Valérie Roux, qui 3 ans plus tard épousera Jérôme Pécresse. Comme disait Marcel Achard, je n'ai qu'une parole, mais je n'ai pas de mémoire. Ah, c'est excellent. Avoue que c'est drôle, non? Franchement, dire que ce Louis Boyard, non mais il fait n'importe quoi et on est obligé de parler de lui parce qu'il est député. C'est tout de même hallucinant. On n'est pas obligé. Non, mais on le fait et c'est légitime. De la bouche d'un député. La cruauté des réseaux sociaux, on sort une archive de France 3 qui a 32 ans. Oui, mais Philippe, même si vous voulez allait dire qu'on le paye pour qu'il fasse ça, c'est ça que vous voulez dire? On pourrait peut-être trouver quelque chose de moins drôle qu'aujourd'hui, par exemple. Alors, on peut juste dire à nos auditeurs, qu'ils soient lycéens, étudiants ou autres, qu'on peut visiter l'Assemblée nationale sans bloquer. Il suffit de contacter son député ou même de venir en visiteur libre à certains moments et c'est tout à fait possible sans aucun problème. C'est ridicule cette histoire de dire qu'on offre une visite à celui qui bloque. Bon, qu'il fasse un appel au blocage, je veux dire, moi ça me surprend pas, c'est sa culture politique. Je suis un peu surpris d'ailleurs quand même, ça je le dis, qu'une présidente de région dise je vais porter plainte pour ça, parce que là à mon avis on donne de l'importance et puis on encombre les tribunaux, mais que en revanche ils disent je vais offrir une visite de l'Assemblée à ceux qui auront bloqué, alors là on bascule et que plein de gens croient qu'en effet, ah oui tiens il est super, on va pouvoir visiter l'Assemblée grâce à ça, c'est délirant. Françoise Leroy. Rien à ajouter. C'est parfait. Françoise. Non, c'est pas fait. Qu'est-ce que je te dis? Je m'en fous, moi, de Louis Boyard. C'est une machine à clics formidable, parce que Louis Boyard, il a dû avoir plus de, je sais pas combien de millions de clics sur son... C'est son âge, voilà, c'est son âge. Allez, ça fait du clic sur les réseaux sociaux, c'est avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et mon cher Félix, cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites a justement été l'occasion pour Louis Boyard de revenir sur son Blocus Challenge. Eh oui, interrogé par nos confrères de la chaîne parlementaire, le
député insoumis du Val-de-Marne, ancien président de l'Union nationale lycéenne aussi, a répondu de façon assez piquante à ces critiques de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui lui reprochait de ne pas respecter l'institution. Venant de la présidente de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je lui reconnais quelque chose, c'est une femme d'action. Je veux dire, LVMH, L'Oréal, Total. Je préfère avoir des compromissions avec des lycéens et des étudiants mobilisés pour leur avenir qu'avec la finance qui appauvrit la France. Donc elle peut avoir sa vision du rôle du député, j'ai la mienne. Nous, notre objectif, c'était de faire en sorte qu'on puisse mettre la lumière sur le fait que les jeunes se mobilisent contre la réforme des retraites et qui sont légitimes à se mobiliser. Ça a déclenché une véritable panique bourgeoise qui a permis de mettre tout ça en évidence. On a 40 écoles et universités qui sont bloquées, 400 lycées qui sont mobilisés. La jeunesse, elle a prouvé qu'elle était légitime, qu'elle avait la force, qu'elle avait ses propres mots d'ordre et qu'elle allait être la bascule qui allait permettre au mouvement social de gagner. Donc merci à tous ces bourgeois qui se sont indignés. Voilà, bon, une saillie verbale sur LCP qui fait réagir, à défaut sans doute de faire bouger les positions des uns et des autres. Les supporters insoumis se régalent de sa répartie quand d'autres y voient une posture un peu caricaturale et leur envoient à son passé de chroniqueur de Cyril Hanouna. Mais enfin, je veux dire, l'accusation la bourgeoisie tremble, c'est vieux comme le monde. Enfin, je veux dire, mais on a l'impression que on découvre la lune. La réalité, c'est que les débats à l'Assemblée ont toujours été houleux. On a toujours traité, la gauche a toujours traité la droite de bourgeoisie qui tremble. La droite a toujours traité la gauche de gauchistes révolutionnaires. Rien de neuf sous le soleil, hein, sérieux. Moi, je trouve. Là, je ne suis pas totalement de votre avis parce que vous prenez assez volontiers cette démarche intellectuelle de dire que comme ça a existé hier, aujourd'hui, ça n'est pas grave. C'est le débat, mais c'est le débat. En quoi ça vous gêne ? Mais non, François, on peut dire que c'est dérisoire ce qu'a dit Boyard, mais trouver que c'est inepte en même temps. On a le droit, bien sûr. Comme moi, je trouve que c'est absolument inepte le grand jury de Retailleau, les arguments de Retailleau, comme je trouve que certains députés sont ineptes, comme je trouve que Yaël Braun-Pivet est inepte dans son rôle de présidente de l'Assemblée. Donc je ne vous rejoins pas parce que vous les mettez sur un même plan. Mais je les mets sur les mêmes plans. Ils sont élus tous. Oui, mais attendez, écoutez, François, on peut pas accepter, Philippe. Il y a des socialistes qui ne vous valent pas. Écoutez-moi, Philippe. Oui. On ne peut pas accepter la légitimité, d'accord, pour les uns et ne pas l'accepter pour les autres. Louis Boyard, il a été élu, comme Yaël Braun-Pivet. Donc il représente son électorat. Voilà. Et pourtant, l'un est nul et pas l'autre. Bah écoutez, moi j'en sais rien, Yaël Braun-Pivet, elle n'a pas fait la preuve de ses lumières non plus, hein, pardon, dans la façon de gérer l'Assemblée. De l'ancien président de l'Assemblée nationale, rapidement. Bon, d'abord, c'est quand même, on peut en effet se demander si c'est bien le rôle d'un député de faire ça. Après, il le fait, c'est la liberté d'opinion, d'expression. On voit bien, on n'est pas dupe quand même, que c'est un coup médiatique, c'est même pas un coup politique, c'est un coup médiatique, ça marche. J'ai regardé, je viens de vérifier, hein, Félix n'a pas voulu le dire, mais 13,8 millions de vues pour son tweet sur le Blocus Challenge. Donc lui, il est tout content. D'ailleurs là, il n'arrête pas. Bon, après, il pourrait nous épargner sa phraséologie sur la bourgeoisie qui tremble, parce que là, il faut qu'il arrête. Hein. Personne ne tremble avec son histoire. Hein. De toute façon, des blocus, il y en aurait eu. Là où il est malin, c'est qu'il fait croire que c'est lui qui les organise, alors qu'il y en aurait eu de toute façon. Bon. Et puis, après, que la chaîne parlementaire lui tende le micro, je trouve ça dingue, et que la présidente de l'Assemblée rappelle qu'en effet, c'est pas un concours TikTok, elle est dans son rôle aussi. Et puis voilà, le débat continue. Autre sujet, la jeune Allemande convaincue d'être Maddie McCann vient de changer de version. Oui, elle était convaincue d'être Maddie McCann, cette petite Britannique enlevée au Portugal en 2007. Elle avait même réussi à faire parler d'elle dans le monde entier en lançant ce compte Instagram intitulé I am Maddie McCann. Elle y mettait en avant plusieurs ressemblances physiques supposées entre elle et la petite fille. À l'appui de sa démarche, elle disait ne plus se souvenir de son enfance à cause d'un événement traumatique mystérieux. Elle réclamait donc un test ADN aux parents McCann. Ces derniers le refusaient, ne croyant pas du tout à son histoire. Finalement, cette jeune Allemande de 21 ans pense désormais qu'elle est peut-être une autre petite fille portée disparue, cette fois en Suisse en 2011. Elle s'est laissée convaincre par la pseudo-enquête des internautes qui ont mis en avant des ressemblances physiques entre elle et cette autre petite fille. En tout cas, son compte Instagram a été suspendu. Elle avait été quand même jusqu'à faire des montages pour prouver sa ressemblance avec les parents McCann. Elle avait même été d'ailleurs interviewée donc par la télé australienne à ce sujet. Ça aussi, c'est un coup médiatique. Hein. Enfin, je ne sais pas si elle le pense vraiment ou pas. C'est psychiatrique, non ?
Non, mais c'est une vraie question en plus qu'elle pose là. C'est un coup médiatique ou psychiatrique? Elle est vraiment cinglée? Moi, je pense les deux. Tu penses qu'elle est vraiment cinglée? Moi, je pense qu'elle est vraiment cinglée. Est-ce que la justice peut s'en saisir dans un sens ou dans l'autre? C'est-à-dire, y compris imposer aux parents des tests ADN, ou au contraire dire non, on balaye ça d'un revers de la main et voir elle est accusée d'affabulation. Parce que c'est comme celui qui disait avoir été dans la voiture de Pierre Palmade, que la police a auditionné. Donc, est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est histoire de faire parler d'elle? Il y a des choses presque plus sérieuses sur le plan historique. Vous êtes trop jeune, mais Anastasia. Ça vous dit quelque chose? Non, alors celle qui s'était prise pour la fille du tsar. Oui, c'est ça. Et qui avait survécu de l'assassinat de la bien sûr, il y a même eu un sujet, un film là-dessus. C'est bien que j'ai Google à disposition. Il y avait eu beaucoup de candidats avec Louis XVII aussi au 19e siècle. Louis XVII. Philippe David, le Google français. Voilà. Vous restez avec nous dans un instant avec Françoise Degois, Philippe Bilger et François de Rugy. Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est leur actu à eux. Ils ont envie d'en parler. Et bien, on est ravis de leur ouvrir le micro quand on arrive à les gérer. Mais on vous aime quand même. Allez, tout de suite. Bonnet d'âne. Nous avons Françoise Degois et François de Rugy. C'est François, il a rien fait pour le coup. François de Rugy, il a rien fait. Moi, je mérite un bonnet d'âne certainement, mais je ne suis pas la seule. Non, vous n'êtes pas la seule, non. Mais il y en a plusieurs d'autres. Mais vous êtes de cette table. En tête de gondole en ce moment aujourd'hui. En tête de gondole. On ne peut pas se comparer à vous dans ce domaine. Ouais, c'est ça. Mais bon, on l'aime quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est notre problème. On n'arrive pas à la détester. C'est terrible. On l'aime quand même. Mais moi, c'est pareil. J'arrive pas à vous détester. Pourtant, vous êtes détesté. Et quand elle s'éloigne, on a envie de la rattraper. C'est terrible. On s'aime. C'est terrible. C'est l'amour vache. En tout cas, je viens de dire, pardon, allez-y, que Dupond-Moretti a fait un bras d'honneur à un député. Mais non. Et que ça fait un scandale à l'Assemblée. Ça vient de tomber. Alors, je n'ai pas le détail. Aujourd'hui? Oui. Un vrai bras d'honneur. J'ai reçu une alerte info, je ne l'ai pas regardé quand on était en direct, mais ça doit être ça alors. Dit par le progrès. Quand même, il y a un type. Non, mais là, je me demande s'il n'y a pas les soucoupes en stationnaire sur la France. Je ne suis pas Google, mais je suis un bon spécialiste de l'Assemblée. Et un député, Noël Mamère en l'occurrence, a été sanctionné il y a quelques années pour avoir fait un bras d'honneur. Je retire ce que je viens de dire. On verra si un ministre peut être sanctionné. La cour d'école, c'est pas les vraies voix, c'est l'Assemblée nationale. En tout cas, par rapport aux vraies voix, les vraies voix, c'est le Sénat. Nous sommes le Sénat. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix, sinon on s'en sortira pas. Tout de suite. Je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et ça vous va tellement bien. C'est exactement ce que je pense. Je remercie notre réalisateur d'avoir choisi le bon jingle. C'est vrai que ça vous va très bien à tous les deux. Oui. Non, pas du tout. C'est vous qui utilisez. Françoise, regardez le miroir. Allez, directement, Philippe Bilger. Vous vouliez revenir sur un film. Je veux élever le niveau. Allez-y. Franchement, si j'avais à comparer le cinéma américain avec le cinéma français, je suis un admirateur inconditionnel du cinéma américain, même si j'admets qu'on a les meilleurs films chez nous. Il y a une flopée de navets qui doivent être tournés là-bas. Et j'ai vu, François, vous qui aimez, François n'a pas trop le temps d'aller au cinéma. Quant à Philippe, il ne sait pas ce que c'est. Comme les livres d'ailleurs. Mais par contre, il connaît les titres. Allez, au fait, Empire of Light, un film de Sam Mendes, un chef-d'œuvre absolu. Un scénario admirable, une actrice, Olivia Colman, fantastique, elle a joué notamment la Reine d'Angleterre, et une réalisation fabuleuse, pas un moment où je pouvais trouver que c'est trop long. Je vous invite tous à le voir. Ça n'est pas autobiographique. La seule chose qu'il a repris de sa mère, c'est malheureusement son caractère schizophrène. Mais pour le reste, c'est une invention et c'est fabuleux. Et vous mettez un peu de bonheur dans notre débat. Et bien sûr, sur Philippe, c'est parfaitement mensonger de dire qu'il ne sait pas ce qu'est le cinéma. Il est notre maître à tous. Non, notre Google. Non, vous pouvez continuer. Non, c'est pas possible. Je n'irai pas comme Dorido vous dire que vous êtes génial, mon cher Philippe. Non, il a osé dire ça, Dorido, mais qu'est-ce qu'il avait à demander? Il veut revenir.
Il voulait s'excuser, il avait été un peu trop long avant. Allez, tout de suite, Françoise de Gois. Vous voulez faire un coup de gueule sur cette pénurie de médicaments et vous avez raison. Oui, alors je suis assez sidéré. Alors je ne vais pas faire le couplet sur la décadence de la France parce que ça m'intéresse pas. C'est pas ça vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des raisons réelles à cela. Vous savez qu'un certain nombre de pharmacies, même la majorité des pharmacies, redoutent le moment où les patients vont arriver avec des ordonnances, notamment d'antibiotiques, de Doliprane, mais également dans certains services de cancérologie, notamment je pense à l'hématologie, des ruptures de stock sur les traitements de chimio, sur les antibiotiques. Certains médecins dans certaines régions de France, et qui ne sont pas du tout des déserts urbains, ça peut être des villes moyennes, font du déconditionnement, c'est-à-dire qu'en réalité, ils prescrivent juste la dose suffisante d'antibiotiques de façon à ce que les boîtes ne soient pas gaspillées et que d'autres patients puissent en profiter. Je ne sais pas si vous voyez. Non, mais c'est bien, mais ça veut dire quand même qu'on a un sujet. Je pense que le ministre de la Santé a un peu disparu. François Braun, je ne sais pas, il faudrait faire une alerte Amber parce que je ne sais pas où il est passé. Mais la réalité, c'est qu'il devrait se battre véritablement pour cela. Et là, je ne mets pas une faute collective à ce gouvernement. Les explications sont là. En fait, le fait, il y a des explications. Le fait d'avoir tous enlevé nos masques en même temps a multiplié les infections respiratoires, ce qui fait que les laboratoires se sont trouvés pris au dépourvu et submergés. Ils ont tellement produit de Doliprane pendant le Covid que finalement toutes les autres productions ont été laissées de côté et en jachère par rapport aux besoins et aux demandes. Donc vraiment, ça c'est un combat qu'on doit mener parce qu'il est impossible que les antibiotiques, pas simplement pour les enfants, mais pour les adultes manquent, et surtout les chimios pour les cancéreux. Merci Françoise. Et vous voulez revenir sur cette pénurie, la pénurie, mais d'eau aussi, François de Rugy. Oui, on en parle beaucoup depuis quelques semaines, puisque c'est assez rare. Il y a une forme de sécheresse hivernale, mais on le sait, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui a tendance à devenir de plus en plus fréquent et de plus en plus fort. C'est le réchauffement climatique qui produit son effet sur la ressource en eau, qui se fait plus rare. Alors pas forcément d'ailleurs en moyenne, mais des longues périodes où on se retrouve avec beaucoup moins d'eau. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais ça nous tombe sur la tête, on va rien pouvoir faire, c'est un phénomène naturel, enfin la nature est déréglée, mais c'est au-dessus de nos forces. En réalité, il y a quand même des solutions. Je voulais un petit peu donner une lueur d'espoir, mais qui obligerait à innover un petit peu par rapport à ce qu'on a fait depuis longtemps. Alors bien sûr, il y a la question du stockage de l'eau. Oui. Ô combien polémique, puisqu'on a eu il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Oui, mais il y a différentes solutions. Mais il y a une autre solution qui est très peu utilisée en France, c'est le recyclage de l'eau. Je suis d'accord. Et ça devrait mettre tout le monde d'accord. C'est pas forcément le cas, mais ça devrait mettre tout le monde d'accord. Parce que nous, on est très bas, le pourcentage de voilà, oui, on dit entre 1 et 5%. Alors que les Italiens, ce qui est un peu logique, puisque la contrainte est un peu plus forte en Italie, mais même les Allemands, par exemple, pratiquent beaucoup plus le recyclage de l'eau que les Français. Et donc là, il y a une marge de progression pour demain, et qui pourrait d'ailleurs nous concerner toutes et tous, qui nécessiterait juste qu'on change un peu quelques modes de fonctionnement, quelques règles sanitaires extrêmement strictes qui font que, mais en tout cas, je voulais juste donner cette petite lueur d'espoir face à la sécheresse qui ne va pas manquer de se répéter dans le futur. Il y a différentes solutions, dont le recyclage de l'eau. Une petite question. J'ai appris récemment que l'eau potable, que dans les toilettes, c'était de l'eau potable, et avec Philippe David. Les autorités sanitaires disent il ne faut pas mettre de l'eau de pluie qu'on aura récupérée dans les toilettes, parce que les enfants pourraient boire l'eau des toilettes. Alors certains disent que finalement c'était un problème d'argent. Ils boivent l'eau des toilettes, mais qui est de l'eau potable, mais avec le produit qu'on met pour nettoyer les toilettes, je pense que c'est quand même beaucoup plus dangereux que de boire de l'eau de pluie. Donc c'est parce qu'on veut tellement être dans le risque zéro, on a tellement peur d'avoir des risques de ce type-là qu'on en vient à agir, à mon avis, de façon incohérente. C'est pas ce qu'on a entendu, comme disait Cécile, par exemple, c'est recycler l'eau de la douche pour servir d'eau des toilettes. Ça, c'est autre chose. C'est ça qu'on a entendu, Cécile. Et on a entendu aussi que les départements ou les régions s'en servaient. C'était une façon de gagner aussi de l'argent. Voilà. Mais comment on fait concrètement pour recycler quand je parle de recyclage de l'eau, il faut un peu à ce moment-là détailler, c'est que l'eau en France, les eaux usées, elles sont traitées. Il y a des stations d'épuration. Et c'est de récupérer l'eau à la sortie des stations d'épuration et de les utiliser, non pas pour la boire directement, mais peut-être pour certains usages industriels ou agricoles, qui en Italie, vont pomper dans les nappes, ce qui est quand même un peu dommage quand on a des pénuries d'eau. Il faut s'y mettre. On pourra
pour arroser les champs, par exemple, c'est ce que font les Italiens. On peut même réinjecter dans les nappes. Enfin, il y a différentes techniques qui sont un peu plus compliquées, mais qui permettent de résoudre le problème. Alors moi, je me suis rincé les dents. Si vous voulez boire mon eau, Philippe, parce que quoi, c'est l'eau dents recyclée. Bon, restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur, allez, avec un peu de sérieux. On va revenir sur cette réforme des retraites avec cette question. Le droit de grève permet-il un droit de blocage? Voilà, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir accepter cette reconduction aussi de la grève? Vous nous appelez au 0826 300 300. On vous attend au standard. Il y a une petite place pour vous. On va essayer de l'élargir un petit peu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel bonheur d'être avec vous, mes amis, tous les jours. Je parlais pas de vous. Moi, qu'est-ce qu'on ramasse? C'est incroyable. Mais nous met du bonnet. Mais qu'est-ce que t'as? Je vous aime. Il a été un très bon auditeur témoin. Je ne sais pas s'il est encore là. J'espère qu'on lui redonnera la parole. Absolument. Lui, il est tellement content. Il a trouvé le seul auditeur, si tu veux, qui veut travailler jusqu'à 80 ans et qui est contre les grèves. Vous l'aviez fait venir, François. Non, il a ici les Moulineaux. Il n'a pas pu être en studio à cause de la grève. C'est ça. Il a été obligé d'être au téléphone. C'est ça. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, mais aussi avec Philippe Bilger, Françoise Degois et François de Rugy. Bien sûr, on plaisante. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc face au gouvernement qui maintient sa réforme des retraites, on est peut-être là à l'article 7 en ce moment. Les syndicats et la gauche veulent mettre la France à l'arrêt en bloquant des secteurs stratégiques et des grèves reconductibles pour tenter de convaincre, en tout cas, ou de contraindre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à renoncer, Philippe. Oui, Cécile, c'est même un véritable bras de fer. Jusqu'ici, les syndicats n'avaient pas utilisé cette arme, mais la CGT a annoncé ce matin le blocage des expéditions de carburant depuis les raffineries. Alors, est-ce que vous avez peur, vous, de vivre dans un pays sous blocage, plus pouvoir faire le plein de carburant et ne même pas avoir de RER, de train ou de métro ou de tram pour vous déplacer? Ou alors, ça ne vous pose pas de problème, vous dites, écoutez, le jeu en vaut la chandelle. Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et notre spécialiste pour en parler, en tout cas Stéphane Siro est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'être en direct avec nous ce soir. Historien spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, vous avez un petit peu l'habitude avec nous, Stéphane Siro. D'abord un petit tour de table avec nos éditorialistes justement sur ce droit de blocage et sur le fait que est-ce que on peut accepter que cette grève puisse durer. Pour l'instant, vous dites oui à 75%. Justement, je suis frappé de voir à quel point non seulement il y a un soutien majoritaire à cette opposition au projet de loi sur les retraites, mais comme les Français semblent accepter sans trop d'impatience ni de douleur pour l'instant le paroxysme d'action syndicale. Non seulement, bien sûr, les manifestations qu'ils ont le droit de faire, mais je dirais même le blocage. Est-ce qu'il faut considérer que cette tradition française du blocage de syndicats très puissants qui à une certaine époque n'hésitait pas à dire, je me souviens d'une phrase de Philippe Martinez, on veut ennuyer les Français, et puis il s'est souvenu, il a ajouté et le pouvoir. Oui, il avait oublié en quelque sorte que le pouvoir devait être sa principale cible. Les Français semblent accepter avec une sorte de consentement résigné les blocages, comme si le syndicalisme français avait réussi à s'inscrire dans l'esprit public comme un syndicalisme d'un genre très particulier, avec un zeste un peu sadique. Donc Françoise, blocage veut dire grève ou... Toujours. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, tu peux pas obtenir un résultat si vous ne créez pas un rapport de force. Donc évidemment que c'est peut-être une tradition syndicaliste française, mais c'est une tradition syndicaliste tout court. Vous avez eu des grandes grèves également en Italie. Alors c'est vrai qu'on dit la France est la spécialité des grèves, mais non, il y a des grèves en Espagne, dans toutes les grandes démocraties. À partir du moment où c'est une démocratie sociale, voilà. Je sais que tout le monde nous ressort le système allemand du consensus. En l'occurrence, en France, ça se passe pas comme ça parce que aussi, regardez l'attitude d'Emmanuel Macron, mais avant lui Nicolas Sarkozy, et d'une certaine manière sous des faux airs François Hollande, ça ne discutait pas, on ne négociait pas, il n'y avait pas de négociation. On écoute les syndicats, mais on ne leur lâche jamais rien.
bien. Quand Bergeron disait il faut donner du grain à moudre, il avait raison. Vous ne pouvez pas désespérer les syndicats. Cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que les syndicats sont à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour le moment jusqu'au bout, ça c'est certain. Et la question va être de comment arriver à équilibrer la radicalité au sens premier du terme, c'est-à-dire le rapport de force avec les blocages, tout en gardant la sympathie de l'opinion et en continuant à faire pression avec l'effet de masse. C'est vraiment cet équilibre-là. Je pense que ce soir, beaucoup de choses vont se décider sur la suite. Mettre plus de rapports de force, parce que maintenant il faut radicaliser, et même là-dessus Laurent Berger est d'accord, et continuer massivement tout en gardant l'opinion. C'est ça le défi dans les 10 jours qui viennent. Est-ce que ça peut tenir, François de Rugy, pardon. Il me semble que la question c'était grève ou blocage. Bon, en fait, il y a deux sujets. Il y a quand même un sujet de fond. On entend beaucoup depuis des semaines, le droit de grève est un droit constitutionnel. Bon, ok, même s'il n'était pas constitutionnel, voilà, c'est dans la loi, c'est légal, etc. Bon, le droit de travailler est aussi constitutionnel. Le droit de se déplacer également. Donc, on voit bien que de toute façon, il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent. Une grève dont personne ne se rend compte, c'est pas une vraie grève. À une époque, Nicolas Sarkozy avait dit, vous vous rendez compte, maintenant plus personne ne se rend compte quand il y a une grève. C'était un peu prétentieux parce que de fait, il y a des grèves, on se rend compte. Un peu provoquant. Bon, après, si on est plus concret là sur maintenant, sur les jours qui viennent, si vraiment il y a une conjugaison de pas de transport en commun et pas de carburant dans les stations, et on a vu ce que c'était il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, quand il y avait les pénuries dans les stations-service, dans des régions entières, ça devient quand même très chaud. Et là, en effet, qui est-ce que les Français, c'est le gouvernement qui est responsable parce qu'il maintient sa loi, ou c'est les syndicats et notamment les quelques personnes, parce que là, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde, on l'a vu, pour bloquer des raffineries, alors que c'est illégal. Il faut quand même le rappeler. Et que moi, je trouve qu'on devrait quand même rappeler la règle, bloquer la circulation et la livraison des marchandises, quelles qu'elles soient, ça ne devrait pas être autorisé. Avec nous, Stéphane Siro, historien spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Rebonsoir. Alors, vous allez faire le juge de paix entre les trois avis assez différents des vraies voix. Quelle est votre opinion dans ce domaine ? Alors, je dirais d'abord une observation. Les organisations syndicales ont été jusqu'à présent plutôt patientes, somme toute, parce qu'elles ont commencé à mobiliser le 19 janvier et elles n'ont commencé à recourir à l'éventualité de grève reconductible qu'un mois et demi après, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, celle du 7 mars. C'est la stratégie assez classique désormais de monter en puissance d'un rapport de force qui, dès lors qu'un pouvoir de négociation n'est pas laissé aux organisations syndicales, font usage du pouvoir qui leur reste, c'est-à-dire le pouvoir de grève. Il faut quand même rappeler, parce que la grève est une conséquence d'une cause, il faut rappeler la cause. La cause a été dite, y compris par des organisations syndicales traditionnellement plutôt enclines au compromis, c'est-à-dire la CFDT au premier chef, qui se sont montrées déçues du fait qu'elles n'ont été que consultées. On n'a pas eu de processus de négociation véritable qui aurait consisté à intégrer des demandes majeures des organisations syndicales. Ça n'a pas été fait. C'est ce qui a déclenché le mouvement social. Le mouvement social a mis dans la rue un nombre de manifestants assez spectaculaire. C'est accompagné de grèves qui, lors des journées d'action, ont été assez significatives. Et pour autant, ça n'a rien changé. Donc en effet, arrivé aujourd'hui, il reste au fond aux organisations syndicales le seul et unique moyen pour elles d'obtenir encore éventuellement quelque chose, c'est-à-dire de passer à une autre phase du mouvement social, qui est celle des grèves reconductibles. Alors qui peuvent générer en effet, c'est l'effet des grèves reconductibles, d'autant plus qu'elles sont particulièrement fortes dans les secteurs dits stratégiques, ce qui peut entraîner effectivement des perturbations, des désordres, mais le désordre et la perturbation, elle est inhérente au droit de grève, et ne pas vouloir ni l'un ni l'autre, c'est au fond dénier à la grève le droit qui est le sien, parce que une grève qui ne se voit pas, comme disait Nicolas Sarkozy en 2008, c'est une grève qui ne sert à rien. On n'est pas au Japon, on est en France, et il se trouve que les rapports de force ne se construisent pas de la même manière. François, vas-y. Non, mais moi j'entends ce que vous dites, et puis il faut quand même raison garder. Je commençais à entendre les commentaires des cavaliers
parliez d'apocalypse cet après-midi, en parlant de cette radicalité qui allait s'installer. On peut rappeler quand même que mai 68, en termes de radicalité, s'est posé un peu là, que les pavés volaient au-dessus des voitures. Donc je trouve quand même que là où je vous rejoins, les syndicalistes ont été patients, et je trouve que c'est vraiment un manque d'intelligence en réalité de la part des gouvernants, particulièrement de celui-ci, mais celui de François Hollande, même si c'était mon camp, n'était pas mieux, et celui de Sarkozy non plus. À un moment donné, il faut donner aux syndicats, pas le sentiment factice, mais il faut les écouter tout simplement. Vous savez, là, je ne sais pas comment ça va. Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus tendu. C'est la première fois où on revoit les Black Blocs. Ça m'a vraiment frappé. C'est la 6e journée et on voit les Black Blocs. Et j'ai peur, moi, de la dégradation, parce que aujourd'hui, objectivement, les syndicats, mauvaise dégradation. Ouais, les syndicats n'ont rien obtenu, n'ont pas changé un iota du texte pour le moment. Vous avez peur que ça se dégrade. Vous avez peur des Black Blocs. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on peut peut-être quand même juste dire que de toute façon, sur ce sujet-là, il n'y avait pas grand-chose à négocier, puisque de toute façon, tous les syndicats l'avaient dit au départ, et c'est normal, c'est la CFDT a toujours été contre le fait de repousser l'âge. À partir du moment où ça, c'était la mesure phare de ce projet de réforme, et il y a eu d'autres choses qui ont été discutées, mais c'est pas pour ça que les syndicats vont dire OK, parce qu'il y a eu d'autres choses. Donc ça, moi, je pense qu'il faut pas mettre ça sur le plan de négociation, pas négociation. En revanche, ce qui m'intéresserait, je sais pas si Monsieur Sirot peut nous répondre là-dessus, c'est est-ce qu'il y a eu une évolution, comme c'est un historien de la grève, est-ce qu'il y a eu une évolution ces dernières années, je sais pas, sur plusieurs dizaines d'années peut-être, des modes d'action, des grèves, là on parle de 68, de fait, on a quand même changé d'époque. Est-ce que ces blocages, l'utilisation des dépôts de carburant, plus des transports, etc., est-ce que ça, c'est des choses qui ont évolué, ou est-ce que finalement ça a toujours été comme ça dans les rapports de force, syndicats, pouvoir politique? Stéphane Sirot. Je dirais globalement que la pratique gréviste s'est plutôt pacifiée au fond. Françoise de Gaulle le rappelait, à propos de 68, on a eu des grands mouvements sociaux qui se sont accompagnés par exemple d'occupation des lieux de travail, c'est-à-dire au fond de la remise en question à un moment donné pour une période réduite du droit de propriété, et qui empêchait là pour le coup les non-grévistes d'accéder aux lieux de travail. Renault, par exemple. On avait et tout au long des années 70, on a eu des dizaines et même des centaines d'épisodes de séquestration de cadres ou de patrons, par exemple. Les grévistes entraient dans les bureaux, s'asseyaient sur le fauteuil du patron, mettaient les pieds sur le bureau, fumaient le cigare de manière symbolique pour montrer au fond que c'était caricaturalement que c'était eux qui étaient en train de prendre le pouvoir. Donc c'est des choses qu'aujourd'hui on voit très peu, et quand on les voit d'ailleurs, ça montre bien qu'elles sont devenues rares. Quand on les voit, elles font rapidement la une des médias. Donc on a plutôt cette tendance à la pacification. Et parce que aussi, il y a eu par ailleurs, et notamment dans les entreprises, un processus qui a consisté à encourager la négociation collective. Ça, c'est quand même quelque chose qui, depuis les années 80, s'est peu à peu imposé dans le champ des entreprises, et c'est beaucoup moins imposé dans le rapport de l'État, dans le rapport des pouvoirs publics aux organisations syndicales, et y compris sur cette réforme. Alors, la question, effectivement, de l'âge n'était pas négociable manifestement, mais il était possible de poser, je dirais, un préalable qui aurait pu être effectivement celui, admettons, de l'équilibre des régimes de retraite, et de négocier autour de cela en trouvant des solutions qui puissent éventuellement être autre chose que la mesure d'âge. Il y avait des moyens de négocier autrement. Et par ailleurs, on le voit bien, y compris en termes d'économie faite, si jamais les concessions qui ont été accordées à la droite des LR sont actées au final dans la loi qui sera sans doute adoptée, les économies d'échelle, elles seront relativement réduites. Au début du conflit, je me souviens d'une phrase d'Emmanuel Borne qui avait dit, Elisabeth Borne, pardon, décidément, le en même temps me taraude, que n'était pas négociable le report à 64 ans. Et à l'époque, je me souviens avoir dit, mais c'est normal qu'un gouvernement indique qu'il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas être franchies ni négociables. Et à la réflexion, j'ai changé d'avis en me disant, au fond, pourquoi ce gouvernement a-t-il dit qu'on n'avait pas le droit de discuter du report à 64 ans? Est-ce qu'il ne bloquait pas? Est-ce qu'il n'exacerbait pas un conflit? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça n'était pas une erreur de la part du pouvoir de raisonner de la sorte? Oui, parce que comme je le disais précédemment,
y compris si éventuellement on n'est pas forcément d'accord avec cette logique, mais admettons qu'on soit d'accord avec la logique qu'il faille faire des économies, qu'il faille équilibrer le régime de retraite. Ça peut être un préalable en effet, mais autour duquel aurait pu être trouvée toute une série de solutions, y compris une solution qui n'implique pas forcément cet allongement de l'âge légal de départ à la retraite. Et négocier précisément, justement négocier veut dire que l'on ne met pas des préalables qui seraient au fond des obstacles incontournables. Or, en admettant d'emblée, en affirmant d'emblée que les 64 ans n'étaient pas négociables, c'est une manière au fond de casser toute forme de négociation. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même et Elisabeth Borne elle-même n'a jamais, à aucun moment dans ses prises de parole publiques, et je pense qu'elles sont soigneusement choisies, n'a jamais utilisé le terme de négociation. Elle a utilisé deux mots qui sont ceux de consultation ou de concertation, mais jamais de négociation. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu en réalité de processus consistant, et c'est ça la négociation, à chercher un consensus minimal, mais un consensus qui parte sur des bases qui au fond, sont des bases ouvertes. Voilà, une négociation, ça ne peut pas démarrer sur des bases fermées. Ça ne s'appelle plus une négociation dans ce cas-là. Et donc, ça va être difficile, en tout cas, de faire marche arrière, visiblement. Merci beaucoup, Stéphane Siro, de votre éclairage. Historien spécialiste de l'histoire des grèves et du syndicalisme, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Vous restez avec nous, ça réagit beaucoup sur notre standard 0826 300 300. Si vous voulez revenir sur cette émission, on vous attend au standard. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver. Merci en tout cas de nous avoir suivis pendant toute cette émission. Mais ça n'est pas fini. Philippe Bilger est encore là, Françoise de Goa est encore là, et bien sûr François de Rugy est encore là, et avec Philippe David, on est ravis de vous retrouver tout de suite. 0826 300 300. Tiens, ça sonne à Bordeaux, en direction la Gironde, avec Diego. Bonsoir, Libre Diego. dans sa tête. Oui. Comment ça va, Diego? Oui, bonsoir. Oui, mais écoutez, ça va pas mal. Bonsoir, la Diego. pluie s'est arrêtée sur Bordeaux, et bien heureusement. Voilà, on a pu finir la manifestation dans de bonnes conditions. Un manifestant donc. Qui a démarré Tout à quand? fait. À quelle heure elle a démarré cette manifestation? Midi, de la place de la Bourse. D'accord, et elle vient de se terminer. Oui, effectivement, il y avait du monde donc. Oui, beaucoup de monde. C'est vrai que quand il fait ce temps, on se pose toujours la question si ça va être suivi, parce que des fois ça peut freiner les gens. Mais franchement, non, beaucoup de monde, oui. Vous êtes venu pour quoi alors? Pour la retraite? Parce qu'on dit souvent, c'est ce que disaient tout à l'heure nos envoyés spéciaux, de dire voilà, il y a la retraite, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'inflation. En fait, il y a un mélange de tout. Vous, c'était vraiment pour la retraite? Alors pour la retraite bien sûr, mais pas que ça effectivement, c'est pour un ensemble, parce que là c'est de moins en moins tenable quoi. Et j'ai ma femme qui va faire les courses toutes les semaines au même endroit, donc le caddie il ressemble d'une semaine à l'autre à peu près, voilà, avec les mêmes produits. Oui, il se réduit. Oui. C'est plus cher, c'est ça que vous voulez dire? Non, alors. On ne réduit pas pour l'instant, mais on se pose la question jusqu'où on va pouvoir résister, parce que ça devient très très. Et puis alors, ce qui est très désagréable, c'est que, moi j'ai un sentiment, et pour moi c'est presque une certitude, c'est que ces grands groupes là, les distributeurs là, je vais pas dire de marque, mais et notamment aussi distributeurs de carburant, j'ai l'impression qu'ils marchent main dans la main avec ce gouvernement, et on fait semblant de nous faire des cadeaux, mais en fin de compte, c'est pas des cadeaux quoi. Diego, Philippe Bilger veut vous poser une question. Diego, je voulais vous demander, à votre avis, est-ce que ne se rajoute pas à toutes ces contestations particulières une forte hostilité à l'égard du président de la République, même depuis sa réélection? Alors, effectivement, que ça, je vais pas vous dire le contraire, ça serait malhonnête de ma part. Mais oui, aujourd'hui, on supporte plus trop cette façon. Et puis cette hypocrisie, en faisant, comme je vous expliquais là à l'instant, en faisant croire que, vous comprenez, on va vous faire quelque part des ristournes et tout, mais sur quel produit? Encore une fois, il va falloir qu'on baisse en qualité de produit, alors qu'on nous raconte tous les jours mieux se nourrir et c'est mieux pour notre santé. Mais en fin de compte, moi je suis beaucoup l'actualité parce que ça m'intéresse sur différents médias. Je suis pas sectaire, mais non,
Diego, une question pour une réponse courte. Les gens avec qui vous avez manifesté, ils sont motivés, ils sont prêts à continuer? Ah oui, ils sont motivés et là vous êtes avec quelqu'un de motivé. C'est quand même ce qu'on entend dans tous les cortèges qui remontent, c'est énormément de primo-manifestants, si je puis m'exprimer ainsi, et deuxièmement, incroyable, une motivation générale. C'est ça que. Et vous avez déjà manifesté plusieurs fois là depuis janvier? Oui, j'ai fait la manifestation du 19 où il faisait un temps similaire, le 31 où il faisait très beau, le samedi je l'ai loupé parce que. C'est gentil de nous faire la météo en même temps, merci Diego. Non, mais j'ai de la mémoire, je sais où je mets les pieds. Et après, le jeudi 16 février. Où là aussi il faisait très beau, pour votre info. Vous êtes salarié du public ou du privé? Du privé. D'accord. Oui, c'est comme quoi le privé s'engage aussi. Du privé. Ça veut dire que vous avez perdu en gros beaucoup d'argent quand même là. Oui, on perd de l'argent, mais à un moment donné, moi je pense que si on ne fait pas maintenant une action forte, c'est repousser l'échéance. Oui. Voilà. Vous êtes syndiqué ou pas? Pas du tout. En tout cas, vous allez jusqu'au bout. Est libre dans sa tête, comme vous l'avez chanté, Cécile. Hein. En tout cas, ça veut dire que vous allez jusqu'au bout de vos convictions. Merci beaucoup pour ce témoignage, Diego. Merci mille fois. Et passez une belle soirée. Vous embrassez votre épouse, puisque vous en avez parlé, en tout cas. Oui. Merci, en tout cas, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci à vous. Bonne soirée. À très bientôt, Diego. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise de Goua. Merci beaucoup, François de Rugy. Merci à vous, les amis. On vous embrasse. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on espère, comme chaque semaine, trouver du travail. On a 2 CV aujourd'hui à vous présenter face à des entreprises. Chaque semaine, on trouve du travail, des entretiens. Donc, on croise les doigts pour que ça fonctionne encore avec Jérôme Laverny. C'est les vraies voix de l'emploi dans quelques instants. À tout de suite.